Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, cette deuxième étape du Tour de France de la diversité. On va passer 1 heure ensemble pour parler d'insertion par l'activité économique. Nous sommes plusieurs intervenants, vous nous voyez, on va se présenter à vous. Avant de démarrer les présentations, je vais vous donner quelques informations techniques. Alors, vous êtes bien connectés avec nous. Par contre, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas sur cet outil. Pour autant, on va pouvoir communiquer. On vous a mis une petite capture d'écran du panneau d'options. Donc, vous pouvez cliquer sur ce panneau d'options pour l'ouvrir si ce n'est pas encore le cas chez vous. Et vous avez plusieurs onglets. Un premier onglet chat dans lequel vous pouvez interagir, nous dire bonjour, voilà, échanger et réagir de façon spontanée. Juste à côté, vous avez un onglet questions. Il est important cet onglet questions. Vous pourrez vous en servir tout au long du webinaire pour adresser vos questions aux intervenants. On essaiera d'y répondre en direct, que ce soit par écrit, par oral. Voilà, merci Lydie, bonjour. Voilà, merci de lancer le chat. Donc cet onglet chat, allez-y, alimentez-le. Et puis l'onglet questions, vraiment, si vous voulez qu'on voit bien vos questions, qu'on ne passe pas à côté, vous les posez dans l'onglet questions et on y répondra tout au long ou à la fin, vraiment si le temps ne le permet pas, mais ça nous permettra d'être sûr de vous répondre. On va démarrer, donc après ce petit point technique, une petite information sur les participants. Vous êtes essentiellement des entreprises signataires de la Charte de la diversité pour beaucoup, ou futurs curieux, futurs signataires curieux pour certains. Voilà, bah, si ce n'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore signataire, on espère vous donner envie de rejoindre ce mouvement ce matin. Au-delà de ces entreprises, il y a aussi des acteurs de l'emploi, des acteurs de l'insertion par l'activité économique, naturellement, qui sont présents avec nous. Vous êtes néo-aquitain, voire bordelais pour beaucoup, parce qu'on est sur une étape bordelaise, entre guillemets, du Tour de France. On va vous expliquer un peu cette démarche-là. Mais comme c'est une étape à distance, bah, vous êtes quelques-uns à venir d'autres territoires, des Toulousains, des Strasbourgeois. Voilà, on peut être identifié parmi les inscrits et d'autres. Donc, ça va permettre de croiser les regards. Voilà pour les présentations de qui vous êtes, vous, participants. Je vais vous présenter tout de suite nos intervenants. Alors, on va être 5 pour passer cette heure ensemble. Tout d'abord, Yann Tanguy pour les entreprises pour la cité, qui est délégué général des entreprises pour la cité, également secrétaire général de la Charte de la diversité. On aura également avec nous Isabelle Zaoui-Carlier de l'INAE Nouvelle-Aquitaine, qui en est la directrice. Swazig Rioux, qui est chargée des relations partenariales et spécialiste émérite de l'insertion par l'activité économique pour Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Sylvain Lepinteur, enfin, président et fondateur de la Conciergerie solidaire, et moi-même, Anne-Laure Cuc, donc directrice de l'antenne sud-ouest des entreprises pour la cité, qui vais vous accompagner pendant cette heure. Je vais tout de suite laisser la parole à Yann Tanguy pour les entreprises pour la cité, pour qu'il puisse vous exposer le contexte de ce Tour de France et de cette conférence. Merci beaucoup Anne-Laure. Bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir à cette étape du Tour de France de la Charte de la diversité. Donc je suis Yann Tanguy, je suis secrétaire général de la Charte de la diversité et délégué général des entreprises pour la cité, l'association qui porte ce programme. Alors d'ores et déjà, un grand merci de vous être connectés ce matin pour cette webconférence. Alors bien sûr, on aurait préféré se retrouver en présentiel, mais vous allez voir, cette étape nous propose un très beau programme. Et aujourd'hui, à Bordeaux, le coronavirus ne gagnera pas contre la diversité. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec la Charte de la diversité, je propose un peu d'histoire. Normalement, je tiens 1h30 d'introduction à l'histoire sur la charte, mais j'ai promis à Anne-Laure que je ferai pas plus de 10 minutes pour cette intro. Alors quand même, un tout petit peu d'histoire, et je vous propose de retourner en 2004, à l'époque de la création de la charte. C'est Claude Bébéard, le patron iconique d'AXA, qui a engagé à l'époque 33 autres chefs d'entreprise à promouvoir la diversité dans leur entreprise. Et à l'époque, c'était innovant. On parlait assez peu de diversité en entreprise. 16 ans plus tard, donc aujourd'hui, ce sont plus de 4100 structures qui ont choisi
d'adopter une posture volontariste et d'agir en faveur de la diversité et de l'inclusion en devenant signataire de la charte. Alors, de 33 pionniers à 4100, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la charte, c'est d'abord le grand succès des TPE et PME qui représentent aujourd'hui 80% des signataires. La charte s'est depuis aussi ouverte à d'autres organisations et aujourd'hui, parmi les signataires, on a la chance d'avoir des associations, des établissements publics et des collectivités territoriales. Pour nous, cet écosystème, c'est la preuve que les sujets de la diversité et de l'inclusion ont toute leur place dans notre société. Et puis, j'ajoute que la charte est une fierté française. Elle a été la première charte en Europe et a montré l'exemple depuis à 23 autres pays qui se sont dotés d'une charte. Alors, pourquoi la charte? La charte de la diversité, elle a pour but d'accompagner les signataires dans la mise en œuvre de leur politique diversité. L'enjeu, c'est en effet d'aller plus loin que l'obligatoire, de devancer le législateur et permettre à toutes les entreprises d'agir en fonction de leurs moyens humains et financiers pour plus de performance économique et sociale. Alors, on souhaite, à un moment où on peut craindre, dans un contexte de grandes difficultés économiques et sociales, que les entreprises soient un peu moins vigilantes, que les ambitions en matière de diversité passent au second plan. Or, c'est important, plus que jamais, de conserver les acquis, de continuer à s'améliorer, car la diversité n'est pas une contrainte. Nous, à la charte, on souhaite la présenter comme une solution, toujours pour plus de performance, d'innovation et de cohésion sociale. Alors, j'aurais dû passer cette slide avant. Vous retrouvez les chiffres clés. Voilà, j'ai dit 4100, c'est même 4102 signataires. Alors, important, temps fort de cette charte, c'est le Tour de France qu'on vit aujourd'hui. Pour cette raison de contexte de pandémie et d'emploi très menacé, on a souhaité que ce tour, cette huitième édition du Tour de France soit justement résolument tournée vers l'emploi, avec le traitement de sujets très divers comme la mixité des métiers, l'inclusion des personnes LGBT, la déconstruction des stéréotypes, l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, en QPV. Toutes les diversités seront au cœur des échanges, des bonnes pratiques à venir sur leur rôle afin de réduire les inégalités dans l'emploi et contribuer au développement économique de notre pays et de cohésion sociale. Alors, particularité de cette édition du Tour, il est très tourné vers les territoires, puisqu'il a été lancé en région, alors qu'en principe on le démarre à Paris, et plus particulièrement à Toulouse, ce qui lui donne une couleur un peu particulière pour ce lancement et toute sa place au sud-ouest, puisqu'aujourd'hui c'est la deuxième étape, et c'est Bordeaux. Et à Bordeaux, aujourd'hui, nous allons parler de l'insertion par l'activité économique avec 2 temps, 7 conférences ce matin d'1 heure, et puis cet après-midi à 14 heures, une action terrain, online certes, mais terrain avec un coaching emploi IAE. En dernier, je remercie 2 partenaires très importants pour ce tour, l'ANCT et France Télé. L'ANCT, vous connaissez peut-être, c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, mise en place récemment et qui a fait suite au CGET, qui est encore plus, qui est aujourd'hui un peu plus dans nos mémoires, Commissariat général à l'égalité des territoires, et qui est engagé depuis le début de la charte, depuis 2004, un soutien très important de la charte. Et puis, un autre soutien important pour ce tour, spécifiquement, mais aussi un soutien pionnier, celui de France Télé, qui nous accompagne et qui soutient ce tour et qui a à cœur, France Télé, sur les écrans, de refléter la société française dans toute sa diversité. Eh bien, c'est tout l'esprit de la charte. Alors, je vais repasser la parole à Anne-Laure. J'ai respecté mes 10 minutes pour donc lancer cette conférence avec les différents intervenants, et j'aurai, si on a le temps, le plaisir de vous retrouver à la fin de cette conférence en conclusion.
Merci Yann pour cette introduction et ce rappel, cette présentation de la charte, ces enjeux du Tour de France. Donc vous l'avez compris, hein, l'emploi c'est vraiment l'enjeu central. C'est une évidence, hein, ça s'est imposé comme une évidence dans la situation actuelle. On a souhaité pour cette étape bordelaise se centrer sur l'insertion par l'activité économique. Je vais rapidement passer la parole à Isabelle Zaoué-Carlet pour qu'elle nous pitche un peu ce qu'il y a à eux, qu'elle nous explique. Mais avant ça, elle nous a proposé une vidéo très courte d'1 minute et demie. Et sur cette vidéo, je pense que vous allez comprendre déjà l'essentiel pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce concept d'insertion par l'activité économique. Donc, on la regarde tout de suite. Dans la vie, on peut louper son entrée et réussir sa sortie. C'est en tout cas ce que nous enseigne l'IAE, pour insertion par l'activité économique, qui depuis plus de 40 ans entreprend dans l'économie pour accompagner des personnes à retrouver une place dans la société par le travail. Soutenues par l'État et les collectivités territoriales pour leur mission sociale, ces structures sont des acteurs économiques à part entière. Elles mettent à disposition du personnel ou produisent des biens et services variés et innovants. En Europe, en France et en Aquitaine, des milliers de salariés mais aussi de bénévoles, issus de structures différentes les unes des autres, nous prouvent chaque jour qu'entreprendre différemment est possible et que nul n'est inemployable. Prenons l'exemple de Lydia. Issue d'une famille aisée de Bergerac, elle a connu une adolescence difficile. Elle sort du système scolaire sans diplôme, enchaîne des petits boulots, puis une longue période de chômage. Maman à 27 ans, elle décide de changer de vie. Alors, aiguillée par son assistante sociale, elle se tourne vers une SIAE de sa commune qui a une activité de traiteur et qui va l'accompagner vers plus de stabilité. Dans cette structure, grâce à leurs compétences techniques et sociales, ils vont lui réapprendre à se lever le matin, à travailler avec d'autres, à s'organiser, à gagner en compétences, à mettre en pratique des acquis et à reprendre confiance en elle. Tout cela ne sera pas sans faux pas. Mais la tolérance et le droit à l'erreur, c'est aussi ça le métier d'une SIAE. Pendant 2 ans, Lydia a acquis une solide expérience. Elle s'occupait de livrer 3 entreprises et une crèche tous les midis. En privilégiant le choix d'une SIAE comme prestataire, les clients, qu'ils soient entreprises, associations ou collectivités, se distinguent en favorisant le potentiel économique et social de leur territoire. Leur démarche est responsable. Lydia n'est pas unique en son genre, et tout cela n'est pas anecdotique. Ce qui vaut pour elle, vaut pour Michel, Mehdi et plein d'autres. Chaque jour. Bonjour. Bonjour. Effectivement, cette vidéo vous propose une petite synthèse en fait avec les différentes missions clés de l'insertion par l'activité économique. Alors, on a la fin a été un petit peu brutale parce que cette vidéo date un peu. Elle date d'avant en fait la fusion des régions, puisqu'elle était basée effectivement sur l'Aquitaine. Avant de reprendre les grands messages de cette vidéo, je me présente, Isabelle Zaoué-Carlier, je suis déléguée régionale d'INAE. Au niveau d'INAE, on est donc une association qui est née en 2017 et qui a globalement 4 missions. La première mission, c'est de représenter le secteur de l'insertion par l'activité économique en Nouvelle-Aquitaine, avec notamment une contribution sur des instances spécifiques et une implication en fait sur tous les travaux qui sont dédiés à l'évolution des politiques publiques de l'insertion ou l'économie inclusive sur les territoires. La deuxième mission que l'on a, c'est l'accompagnement des structures qui sont implantées en région, avec l'appui à l'émergence de nouvelles initiatives et des projets innovants. Et la troisième mission, c'est la promotion du secteur et notamment, je reviendrai tout à l'heure sur certains outils que l'on peut mettre à votre disposition. Nous sommes une équipe en fait aujourd'hui pluridisciplinaire avec 16 salariés et au niveau de notre gouvernance, on a 40 administrateurs qui sont soit des bénévoles, soit des dirigeants des structures d'insertion par l'activité économique. Pour reprendre en fait la présentation de l'insertion par l'activité économique, aujourd'hui, vous avez vu, il y a des Lydia, des Mehdi qui sont embauchés effectivement dans plusieurs structures d'insertion par l'activité économique. Il y a plus de 400 structures en Nouvelle-Aquitaine et vous l'avez compris à travers la vidéo, ce sont des TPE, des PME qui œuvrent dans différents secteurs d'activité. Au-delà de la restauration, vous allez trouver le bâtiment, les espaces verts,
des activités dans l'économie circulaire, les services à la personne, l'intérim. On a une trentaine de secteurs d'activité dans lesquels les structures d'insertion par l'activité économique sont investies, avec deux types de structures, soit certaines qui font de la mise à disposition de personnel. Vous avez besoin, vous, en tant que particulier ou entreprise, de quelqu'un pour faire le nettoyage des locaux, ou à titre particulier d'une personne qui fait le ménage. Donc, vous pouvez faire appel à une structure qui vous mettra à disposition quelqu'un, ou des structures effectivement qui sont plutôt sur de la prestation de services, et vous aurez tout à l'heure le témoignage de Sylvain. Toutes ces structures génèrent en Nouvelle-Aquitaine, un chiffre d'affaires global de 223 millions d'euros. Alors, ces TPE-PME ont, vous l'avez compris, un rôle spécifique. Leur cœur de métier, c'est bien celui d'embaucher des personnes vulnérables en difficulté sociale et professionnelle. Aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, il y a 28 000 personnes qui sont embauchées dans les structures, avec globalement une parité homme-femme, et on va retrouver en majorité des personnes de bas niveau de qualification. Sur les 28 000 personnes, on a 82% à peu près qui sont de bas niveau de qualification, c'est-à-dire un niveau inférieur à un CAP. Les fondamentaux de l'insertion par l'activité économique, c'est de dire que grâce à un contrat de travail, à une mise en situation de production, les structures peuvent identifier les compétences initiales d'une personne. Elles peuvent faire un diagnostic, et du coup, le challenge, ça va de faire évoluer les personnes avec l'ambition que celles-ci soient formées ou se réadaptent au code attendu de l'entreprise, acquièrent des savoir-être ou des compétences techniques. Du coup, il y a tout un accompagnement qui est organisé à la fois sur la dimension compétences travail, sur la dimension métier, mais aussi dans l'accompagnement, dans la résolution d'un certain nombre de freins à l'emploi, comme les problématiques de logement, les problématiques de mobilité, de santé, les questions aussi administratives. Notamment, on travaille aujourd'hui, par exemple, sur la question de l'inclusion numérique. Cet accompagnement qui est organisé dans les structures, il est géré par des professionnels spécifiques. On va retrouver dans nos structures des personnes qui sont des accompagnateurs socio-professionnels ou des encadrants techniques qui, au-delà de leur technicité sur un métier, ont aussi des compétences tutorales et pédagogiques. La vocation des structures, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, elle n'est pas de garder les personnes embauchées qui sont en difficulté. Les structures d'insertion par l'activité économique ont vraiment une fonction de sas. L'idée, c'est à un moment donné de faire ce pont entre, j'allais dire, l'exclusion et les difficultés d'insertion, et l'insertion vers le monde classique pour les personnes. Généralement, aujourd'hui, un parcours dans une structure d'insertion par l'activité économique va durer 18 mois. Au bout de ces 18 mois, les personnes, alors ça peut durer 24 mois de façon réglementaire, mais au bout de cette durée de parcours, les personnes sortent. Aujourd'hui, on a 62% des personnes qui sont embauchées qui sortent avec une solution emploi, soit dans une entreprise classique, une collectivité, ou qui sortent également en formation ou sur de la création d'entreprises. Alors, quels sont les liens entre les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises ? Déjà, comme je vous l'ai dit, les structures d'insertion par l'activité économique sont des TPE, PME, ce sont des employeurs. Avec, j'allais dire, les entreprises traditionnelles, la relation aujourd'hui, elle est double. On a des entreprises qui recherchent dans les structures de l'IAE des partenaires économiques sur les marchés publics, par exemple, ou pour prendre en compte la dimension sociale dans leurs pratiques et politiques d'achat.
Par exemple, si vous faites une manifestation, vous pouvez rechercher un traiteur et du coup, vous pouvez faire appel à une structure où travaille Lydia, par exemple, comme c'est montré dans la vidéo. Le deuxième partenariat avec les entreprises, c'est également sur le volet RH. Aujourd'hui, l'intérêt, la plus-value des structures d'insertion par l'activité économique, c'est qu'elles ont une fine connaissance des compétences de leurs salariés, des métiers. C'est un lieu de test vivant d'une entreprise. Les structures d'insertion par l'activité économique recherchent des solutions pour une insertion professionnelle réussie des personnes. C'est dans leurs objectifs, en fait, avec l'État, puisque pour leur mission sociale, effectivement, les structures reçoivent une subvention de l'État. Et donc, dans cet objectif d'accompagner les personnes vers l'insertion professionnelle, elles peuvent être, elles sont des partenaires, elles peuvent être pour vous des partenaires de proximité dans vos recrutements, avec des modes de collaboration diverses selon les types de structures, de périodes d'immersion, d'appui à l'intégration poste, etc. Voilà pour une présentation très synthétique de l'insertion par l'activité économique. Vous allez ensuite avoir des illustrations un peu concrètes sur notamment ce volet RH avec Swazik et puis Sylvain. Je terminerai simplement pour vous dire dans quelle mesure nous, INAE, on pourrait vous accompagner dans la mise en relation, si vous le souhaitez, avec une structure d'insertion par l'activité économique. Donc, il y a deux modes. Soit, effectivement, vous avez un besoin one-shot, vous recherchez un partenaire IAE sur votre territoire. Vous pouvez complètement nous contacter. On peut faire un sourcing selon votre besoin. Nous avons aussi un outil qui est à votre disposition en ligne. C'est l'annuaire global de l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique sur la Nouvelle-Aquitaine. Cet annuaire vous permet de faire un tri selon le type d'activité que vous recherchez, selon le département, la ville et le type de prestation. Soit vous avez plutôt un besoin collectif, sectoriel ou territorial. Et à ce moment-là, on peut vous accompagner aussi dans l'interface avec les structures et initier avec vous une action plutôt au long cours pour la construction d'un partenariat conforté. Voilà, je vous remercie et j'espère avoir été claire et je suis attentive à vos questions. Merci Isabelle pour cette présentation. Merci de nous avoir brossé un tableau vraiment de l'IAE, ce que c'est, les différentes modalités de recours, et puis avec ce zoom sur l'INAE et puis les structures de l'insertion par l'activité économique en Nouvelle-Aquitaine. On a un commentaire dans le chat qui nous signale effectivement une plateforme qui est en version bêta en ce moment, qui est en train de se mettre en place. Donc à aujourd'hui, c'est vrai que pour la Nouvelle-Aquitaine, on peut partager un annuaire. Voilà, Isabelle va vous partager dans le chat l'annuaire des structures en Nouvelle-Aquitaine, la plateforme qui arrive au niveau national. Pour l'instant, elle est sur 3 régions. On est sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est. Donc, si vous êtes dans ces 3 régions, vous avez déjà la plateforme de l'inclusion qui est accessible pour vous. Ça va arriver prochainement. En tout cas, voilà, on est à un moment charnière pour l'insertion par l'activité économique avec une vraie volonté de déploiement de ce dispositif. Je vous propose juste au niveau de la plateforme, il y a à la fois la plateforme de l'inclusion qui est déployée en Nouvelle-Aquitaine, où là, c'est effectivement l'idée de faire le lien avec des prescripteurs et des structures de l'IAE. Et il y a une nouvelle plateforme qui devrait se mettre en place que l'on appelle Marketplace, où c'est l'idée d'organiser de l'interface entre des entreprises qui ont des besoins et les structures de l'IAE. Donc, en effet, celle-ci, la Marketplace, elle est plutôt en expérimentation aujourd'hui sur 3 régions. Tout à fait, effectivement, des plateformes à destination des entreprises sont en train d'arriver sur les différents territoires.
Je vous propose qu'on enchaîne avec Swazik Rioux, avec son témoignage, pour rentrer plutôt au cœur de l'insertion par l'activité économique, mais côté demandeur d'emploi et surtout parcours, c'est-à-dire l'entrée, le demandeur d'emploi, jusqu'à sa sortie vers l'entreprise. Swazik va nous présenter cette dynamique, cette logique de parcours d'insertion dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un terme qu'on emploie souvent, il y a beaucoup de jargon. Avec Swazik, on va rentrer dans ce parcours. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Swazik Rioux, je suis chargée des relations partenariales au sein de la direction régionale de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Donc Pôle emploi, je ne vais pas vous rebrosser un tableau de nos missions, mais on œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement. On a bien les deux volets, et demandeurs d'emploi et entreprises. On verra que c'est important dans le parcours d'insertion. En Nouvelle-Aquitaine, on a 77 agences de proximité et à peu près 4 350 agents qui travaillent pour Pôle emploi. Voilà. Donc, le rôle de Pôle emploi dans un parcours d'insertion, c'est d'accompagner en fait les demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi dans un parcours qui va du diagnostic jusqu'à la sortie en emploi conventionnel. Parce qu'effectivement, on ne peut pas s'exonérer de simplement les envoyer vers un parcours en insertion. Notre but, c'est effectivement qu'ils retrouvent un emploi, qu'ils accèdent à l'emploi. Et nous considérons vraiment l'insertion par l'activité économique comme un tremplin vers l'emploi classique. Ce n'est pas une fin en soi. Voilà, c'est important de le repréciser. Donc les conseillers Pôle emploi effectuent, alors comme voilà, dans chaque entretien, une évaluation de la situation professionnelle du candidat, que ce soit sur l'expérience, les compétences, en lien avec le marché local du travail, mais évaluent aussi tout ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce jargon? Ce sont toutes les difficultés liées au logement. On a souvent des personnes en IAE qui arrivent, qui sont en hébergement d'urgence, des situations de handicap, quels qu'ils soient. La maîtrise de la langue, la mobilité, c'est un des freins récurrents, l'absence de permis, de véhicule. Alors sur nos territoires, très ruraux, c'est vraiment un handicap, majeur. Des situations familiales complexes, notamment des difficultés de garde, d'enfants, mais pas simplement, des difficultés financières. Et souvent, ces difficultés, elles s'accumulent et éloignent le demandeur d'emploi de sa recherche d'emploi. Donc, c'est important cet entretien diagnostique qui permet d'évaluer la distance à l'emploi et permet le positionnement sur un poste dans l'insertion par l'activité économique. C'est vraiment une réponse majeure à la levée de ces freins tout en étant en emploi. C'est vraiment, comme l'a dit Isabelle, l'enjeu majeur de l'IAE. Et donc effectivement, dans toutes nos agences de proximité, les conseillers Pôle emploi connaissent bien leur territoire et connaissent bien leur structure IAE, avec chacune leur spécificité. Comme vous a dit Isabelle, il y a différents types de structures et elles interviennent aussi dans différents secteurs. Donc effectivement, c'est important de positionner la personne sur celle qui lui conviendra le mieux. Donc une fois qu'on a fait cet entretien et ce positionnement, le conseiller valide une entrée en parcours IAE pour une période de 24 mois, comme a dit Isabelle. Et outre une mise en situation professionnelle de production, ce parcours permet aussi un accompagnement à la fois dans son projet professionnel et aussi à la levée des freins périphériques. La structure d'insertion avec ses accompagnateurs socioprofessionnels, ses encadrants techniques, ont un échange régulier avec Pôle emploi, mais aussi avec tous les acteurs du territoire qui peuvent aider à lever ces freins. Je pense à la caisse d'allocation familiale, je pense aux assistantes sociales, aux services, au CCAS, au garage solidaire. Voilà, tous ces acteurs qui vraiment accompagnent le demandeur d'emploi sur la levée des freins tout en étant en emploi. C'est ça vraiment le côté positif de l'IAE. Et effectivement, il y a aussi tout ce qui est accompagnement numérique au sein des SIAE, puisqu'effectivement, les démarches administratives en ligne se multiplient.
Et donc ça fait aussi partie d'une levée des freins, très, très importante. Cet accompagnement permet aussi de travailler, d'anticiper la sortie de parcours parce que là aussi, voilà, c'est très important, de travailler, très tôt, de penser à sortir de ce parcours. Et là, il y a un vrai travail collaboratif qui est fait entre les, structures d'insertion et les équipes dédiées aux entreprises au sein de Pôle emploi. Puisqu'effectivement, depuis plusieurs années, on a des conseillers qui sont dédiés à l'accompagnement des entreprises au sein même de Pôle emploi et qui travaillent avec les structures d'insertion par l'activité économique pour proposer, promouvoir des profils issus des parcours IAE vers les entreprises classiques. Donc ça, c'est très important. Par exemple, à Mont-de-Marsan, à l'agence de Mont-de-Marsan, cette promotion de profil, par exemple, là, sur les 22 dernières promotions de profil proposées aux entreprises locales, ça a débouché sur 5 CDI et il y a 3 entretiens qui sont en cours, de concrétisation. Donc on voit qu'effectivement, il y a une réelle plus-value à promouvoir des profils. On propose aussi, Pôle emploi, des mesures adaptatives. Alors ça peut être des immersions, pour découvrir aussi des entreprises, des métiers. Pour évaluer effectivement peut-être la distance, est-ce qu'avec, un scooter, je peux aller dans cette entreprise? Si déjà pendant 15 jours, ça a été le cas et que le métier m'a plu et que le chef d'entreprise a vu aussi comment je me comportais. C'est vraiment, voilà, une clé, de plus à la sortie de l'IAE. On a des actions, de formation préalable au recrutement. Alors effectivement, où on propose aux demandeurs d'emploi d'intégrer, une entreprise tout en étant formés à la prise de poste en interne ou en externe. Hem Et on échange aussi, sur le marché du travail local avec les SIAE. Par exemple, lors l'ouverture d'une nouvelle entreprise, nos conseillers entreprises en informent les, structures, IAE de son territoire. Par exemple, dernièrement, on a, ouvert un KFC à Langon, pour pas le nommer, et cette information a été donnée aux, SIAE du territoire qui ont pu positionner des candidats aux tests de sélection, les préparer aussi. Et on a le chantier d'insertion viticole Prestavigne qui a pu faire recruter 2 de ses salariés en CDI auprès de KFC. Donc là, on a vraiment l'exemple concret et je pourrais vous en citer, voilà, vraiment des nombreux, sur notre région, qui mettent en avant vraiment notre synergie Mmh. entre les structures d'insertion et les agences Pôle emploi. On voit vraiment de cette illustration, hein, de la notion de parcours. C'est vrai qu'il y a un écart important entre finalement ce que vous nous présentez au début, les demandeurs d'emploi qui arrivent, au premier entretien où on identifie des freins à la mobilité, des freins, liés au handicap éventuel, des freins liés à une période de chômage, très longue pour certains, d'inactivité, de situation, familiale et cetera. Donc au début, on a des freins nombreux accumulés qui peuvent faire très peur et finalement à la fin, on a plutôt des jolies histoires, des Oui, CDI, tout à fait. des reconversions professionnelles, des nouveaux métiers et on comprend bien cette durée finalement de 18-24 mois et ce parcours en fait, hein, tout ça ne se Tout fait à pas fait. de façon magique. Globalement, si on doit résumer en une phrase ou deux, moi, entreprise classique, Mmh, si j'entends tous ces freins au début, ça peut me faire un petit peu peur. mmh. Comment on peut résumer les atouts? Pourquoi j'aurais intérêt à faire appel, à recruter quelqu'un issu de l'insertion par l'activité économique? Alors, comme vous l'avez dit Anne-Laure, les freins périphériques du coup sont levés. On a, acquis, financé un permis, on a, réparé un véhicule, on a accédé à un logement autonome, on a résolu, ses problèmes administratifs. Donc déjà ça pour, l'entreprise classique, on sait que c'est levé. Heu et tout à l'heure Isabelle l'a dit, les personnes qui sont passées par un parcours IAE, heu, on peut vraiment enfin les SIAE et Pôle emploi peuvent les recommander puisqu'on sait exactement les compétences,
qui ont été identifiés. Leur CV est actualisé. L'entretien de recrutement est préparé. Donc effectivement, c'est un vrai vivier de compétences qu'on met en avant. Donc pour les entreprises, voilà, c'est vraiment une plus-value. Moi, je vois aussi quelque chose qui est primordial, que nous font remonter, régulièrement les entreprises, le savoir-être, indispensable en entreprise. Alors la ponctualité, le travail en équipe, le respect des consignes de sécurité. Là, objectivement, c'est quelque chose qui est, travaillé, de manière, très profonde au sein au moment du parcours d'insertion. Et donc effectivement, ces personnes, elles ont repris confiance en elles, en leurs capacités, en leurs compétences pendant tout ce parcours d'insertion. Et l'entreprise, du coup, accueille, un nouveau salarié qui a, ces savoir-être, indispensables en plus des compétences. Donc ça, je crois que c'est un autre bénéfice pour l'entreprise. Et puis moi, je crois qu'il faut, on parle de la charte de la diversité. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir de représentation sur, ces personnes qui sont passées par, un parcours d'insertion, parce que je pense que nul n'est à l'abri, d'une rupture dans son parcours de vie. Et je pense que ces personnes sont riches d'un parcours et sont souvent polycompétentes. C'est-à-dire qu'elles ont eu une autre vie avant de rentrer dans le parcours d'insertion. Récemment, on a l'exemple, nous, d'un chef d'entreprise qui est arrivé de La Réunion, après avoir fait faillite. Donc il est arrivé dans une situation financière, catastrophique et une perte de confiance en soi, tout aussi, négative. Dès son inscription à Pôle emploi, il a été positionné sur un poste d'agent d'entretien, dès le lendemain de son inscription, parce qu'il était disponible et puis vraiment volontaire au sein d'une association intermédiaire. Qui l'a accompagné pour retrouver un logement, puisqu'il arrivait effectivement, de La Réunion, et il a été mis à disposition dans une mairie qui finalement, la mairie a fini par le recruter à temps plein et va le titulariser là dans les prochaines semaines. Donc on voit bien que, aujourd'hui on peut pas se dire: «Bah, c'est quelqu'un qui est passé par un parcours d'insertion». Oui, mais avant il était chef d'entreprise, donc il avait développé tout un tas de compétences. Mais effectivement, un accident de la vie, comme on dit, voilà, ça peut arriver, et l'IAE aide vraiment, voilà, à remettre, heu, à repasser, sur, voilà, à mettre entre parenthèses un petit peu, ces freins périphériques, et puis, à rebondir, et là, on retrouve la notion de tremplin, vraiment. Merci. Ce qu'on retient effectivement, c'est qu'il faut changer de regard et chausser de nouvelles lunettes pour regarder ces personnes qui ont cette étiquette, dite en insertion autrement. Regarder plutôt leurs compétences et s'intéresser à ce parcours, à cette démarche, voilà, et lever les stéréotypes qu'on pourrait avoir les uns et les autres. Ouais. Merci beaucoup. On va enchaîner avec un autre témoignage, celui de Sylvain Lepinteur. On va s'intéresser à une entreprise d'insertion en particulier, des structures d'insertion par l'activité économique. Il y en a plusieurs centaines en Nouvelle-Aquitaine, plusieurs milliers en France. Donc, on va avoir une illustration parmi d'autres, mais pas des moindres, celle de la conciergerie solidaire. L'idée, c'est de voir justement ce parcours, comment ça se passe à l'intérieur de la structure d'insertion. On va comprendre l'autre côté du décor. Donc, je vais laisser la parole, tout de suite à Sylvain. Hop. On va laisser Sylvain nous présenter. D'abord, c'est une conciergerie, parce qu'on connaît bien le métier de concierge, ça on le situe tous bien, mais déjà une conciergerie, c'est quoi? Alors une conciergerie, c'est une entreprise de services. Le panel de services proposés est relativement large. On a l'habitude de le découper en trois parties. Des services perso, vraiment les services du quotidien, le pressing, les retouches, la couture, etc. Des services pro, c'est là plus des services d'intendance qui sont à destination des entreprises principalement ou des gestionnaires de tiers-lieux. Et puis, un autre volet, le dernier, qui concerne en fait la sensibilisation de nos utilisateurs à plus de citoyenneté, plus de responsabilité dans leur consommation au quotidien. Et c'est tout le volet animation. Grâce à ce volet animation, on peut à la fois sensibiliser et en même temps valoriser l'ensemble des partenaires locaux, ESS, avec Économie sociale et solidaire, avec lesquels on travaille au quotidien. Puisque, comme tu le disais Anne-Laure, on fait partie des entreprises de l'IAE, c'est une chose, mais on a, vu le métier qui est le nôtre, on a cette
cette chance de pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire autour de notre projet, l'ensemble des acteurs de l'IAE en particulier, puisque on agrège des services. C'est ça le principe de la conciergerie. On est agrégateur de services, on agrège des demandes de services et on les fait réaliser par nos partenaires prestataires qui sont, et c'est pour ça qu'on est une conciergerie solidaire, c'est parce que ces partenaires prestataires sont pour la plupart et plus particulièrement du secteur protégé ou du secteur de l'IAE. Voilà en gros ce qu'est une conciergerie. Pour être peut-être un tout petit peu plus concret, on a en fait des concierges qui sont donc chez nous des personnes en parcours d'insertion par activité économique qui vont réaliser des permanences dans les entreprises, dans les tiers-lieux ou dans les quartiers et qui vont comme ça être à l'écoute de nos utilisateurs pour agréger, pour écouter leurs demandes de services, les agréger et les faire réaliser ensuite. Concrètement, donc on est vraiment sur une conciergerie solidaire, hein, c'est dit dans le nom, mais maintenant on comprend mieux en quoi cette conciergerie est solidaire et cette conciergerie se différencie des autres. En quoi une question sur le métier de concierge, on a peu de personnes qui arrivent, j'imagine, au sein de Pôle emploi en disant j'étais concierge et c'est le métier que je recherche, ou j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de devenir concierge d'entreprise ou de quartier. Quelle a été l'idée de ce métier? En quoi c'est un atout? En quoi c'est un réel support pour vous au quotidien pour accompagner ces personnes en insertion? Alors, effectivement, comme tu le disais, ce qui nous caractérise et le fait qu'on soit une conciergerie solidaire, c'est bien l'idée d'utiliser notre métier comme support d'accompagnement de nos collaborateurs vers l'emploi. Donc, les gens qui passent notre porte ne sont pas arrivés chez nous forcément pour être concierges. Il se trouve que c'est le support métier qu'on utilise pour les accompagner vers l'emploi. Et je rejoins un petit peu ce que disaient mes deux collègues tout à l'heure, Isabelle et Swazig. On est la concrétisation en fait des parcours qui sont conçus pour permettre à nos collaborateurs de construire ou de reconstruire un projet professionnel. C'est vraiment notre objectif. Et finalement, c'est notre finalité en tant qu'entreprise d'insertion que de pouvoir proposer cet accompagnement très spécifique. Et donc, pour répondre à ta question, ce qui caractérise un peu les parcours chez nous, c'est pas forcément l'envie d'être concierge à terme, mais c'est bien d'utiliser ce SAS qui peut durer entre 18 et 24 mois, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors chez nous, la durée moyenne, elle est même un peu plus courte. On a une durée de parcours moyenne de 13 mois environ. Et l'idée, c'est que nos collaborateurs puissent utiliser ces 13 mois ou un peu plus s'ils ont besoin pour pouvoir travailler leur projet professionnel en exerçant le métier de concierge au quotidien. Mais derrière, nos collaborateurs ne deviennent pas forcément concierges. Ils vont être, alors les sorties, elles sont hyper variées chez nous, puisque le métier de concierge a la particularité de permettre de développer beaucoup de compétences. Quand on est concierge, on gère une caisse, on doit suivre des plannings de tournée, on doit suivre des plannings de permanence, on doit assurer des missions logistiques, on doit assurer de la relation client. Donc il y a un certain nombre de compétences qui peuvent être développées lors des parcours de nos collaborateurs pour derrière les mettre à profit d'une mission dans une entreprise ou dans une collectivité. On a vu des collaborateurs qui sont sortis de chez nous pour devenir agents d'accueil. Certains sont partis dans le service à la personne, d'autres dans l'administratif, dans des mairies par exemple. D'autres sont devenus agents immobiliers, d'autres ont créé leur activité, d'autres sont partis en formation, d'autres sont partis dans la banque. Enfin voilà, les sorties sont extrêmement variées. Et les plus belles histoires, celles qu'on préfère, c'est quand nos collaborateurs sont recrutés chez nos clients. Ça arrive, c'est pas systématique malheureusement, mais ça arrive quand même régulièrement. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a le sentiment de vraiment être allé au bout de notre rôle dans la chaîne qui lie en fait les collaborateurs en insertion d'un côté et les entreprises classiques de l'autre. Nous, on se situe toujours un peu au milieu de tout ça et on essaye de créer des synergies, de créer des collaborations, des coopérations. C'est vraiment à ça qu'on sert et c'est à ça qu'on met à profit notre métier pour arriver à atteindre des objectifs d'insertion. On y est. Et donc, c'est vrai que quand on voit qu'un collaborateur s'intègre dans une entreprise au point que quand il quitte son rôle de concierge, on lui organise un pot de départ,
les collaborateurs de l'entreprise, utilisateurs de la conciergerie, vont organiser parfois le pot de départ de leur concierge. Donc c'est assez sympa et c'est bien l'illustration que l'entreprise peut, grâce à une solution comme la nôtre, vraiment concrétiser son engagement RSE, son engagement social auprès de ses collaborateurs. On est au-delà simplement effectivement de l'achat d'une prestation de service. Faire appel à la conciergerie solidaire en tant que prestataire de service, c'est pas simplement une prestation de service. Effectivement, on comprend bien que c'est un engagement qui est plus large que ça. Même question finalement que pour Swazig et que pour Isabelle. Moi, je suis entreprise classique. J'ai envie effectivement de m'adresser à une structure d'insertion. Où voilà, l'idée commence à venir, mais concrètement, quoi me dire pour me convaincre et quel est mon intérêt ou quels sont mes intérêts, parce que finalement ils sont nombreux, de faire appel à une structure comme la conciergerie solidaire. Qu'est-ce que je vais y gagner finalement? Alors, comme tu le disais très justement, et j'insiste, faire appel à nos services, c'est pas juste solliciter un opérateur de conciergerie pour proposer des services à ses collaborateurs. Ça, c'est chouette, c'est bien, mais c'est vraiment voir les choses, à mon sens, par le petit bout de la lorgnette. Et on essaye d'amener nos clients, nos entreprises clientes, à aller au-delà de ça, à dépasser cette dimension servicielle pure et pour proposer justement de les engager à nos côtés dans une démarche beaucoup plus globale qui rejoint et qui permet de relayer la politique RSE de l'entreprise. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut agir. À la limite, le service, c'est presque un prétexte. Et je trouve que pour le coup, alors même si en ce moment, les animations, c'est pas très facile à mettre en œuvre parce que Covid oblige, mais quand on arrive à créer des événements un peu moins, des événements solidaires, pour parler large, dans l'entreprise, des animations autour de comment je prends soin de moi, comment je pratique du sport en entreprise, comment j'arrive à être plus citoyen dans mon quotidien, comment j'arrive à mieux consommer, à consommer local, à dépenser moins d'énergie, à avoir un impact moins fort sur l'environnement. C'est toutes ces dimensions-là qu'on peut traiter, ou en tout cas, c'est sur ces dimensions-là qu'on peut accompagner l'entreprise pour lui permettre d'avoir des solutions et de proposer des choses concrètes à ses collaborateurs. Donc ça, c'est une première raison qui peut justifier le choix de la conciergerie solidaire pour une entreprise, pour nos clients ou une entreprise qui aimerait devenir cliente chez nous. Ensuite, on a affaire à des collaborateurs, ils ont affaire à des concierges qui sont extrêmement motivés. On n'a pas trop parlé de ça dans les précédentes interventions, mais moi, ce que je retiens, c'est que je trouve que la difficulté du parcours de vie de nos collègues les amène souvent à déborder de motivation. Ils ont envie de s'en sortir, ils ont envie d'y arriver, ils ont envie de faire bien. Alors oui, des fois, il y a des erreurs, c'est pas toujours parfait, on est d'accord, mais qui est parfait? Et effectivement, le gros avantage, je trouve, d'avoir affaire à nos concierges, c'est vraiment de ressentir cette motivation, cette envie de s'en sortir et cette envie de bien faire et cette envie de rendre service. Et dans nos métiers, on sait que c'est extrêmement primordial d'avoir cette notion de vouloir et d'avoir envie de rendre service. Donc pour moi, ça, c'est un deuxième facteur de motivation à faire appel à nos services. Et puis, le troisième, c'est de faire travailler, de contribuer à la dynamique locale. Quand on fait appel à la conciergerie solidaire, on est garanti que 100% des services sont réalisés par des acteurs locaux. Et donc, plus la conciergerie est utilisée, plus on fait appel aux acteurs locaux, de l'IAE ou pas, bref, en tout cas, des entreprises du secteur qui sont à proximité et qui font partie du territoire. Et donc ça, c'est pour moi le rôle d'une entreprise que de favoriser son tissu ou d'une collectivité, que de favoriser la dynamique territoriale. Et donc voilà, donc si on doit retenir deux notions essentielles, c'est le territoire et le côté inclusif de notre solution. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion d'intervention. On était ravis de vous faire découvrir la conciergerie solidaire, qui est
d'entreprises d'insertion parmi d'autres, mais voilà, qu'on affectionne beaucoup. Vieille adhérente du réseau Les Entreprises pour la Oui, Cité, hein, quand oui, même. qui est adhérente du réseau des entreprises pour la Cité. C'est important de le signaler, hein. C'est vraiment un engagement multiforme finalement. Vous voyez que l'engagement, il est transverse, il est diffus. De la même façon, quand on fait appel à une entreprise d'insertion, on va pas juste chercher une compétence qu'on va recruter parmi les personnes qui sortent de ces entreprises, ou on va pas juste chercher une prestation. On joue vraiment un rôle global et c'est vraiment totalement intégré dans la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et on voit que ces acteurs-là s'intègrent aussi, jouent complètement leur rôle dans le territoire. Hein, c'est ce que disait Sylvain, privilégier, favoriser l'ancrage territorial, ça fait partie des enjeux qui sont essentiels. Il paraît que c'est un enjeu un peu tendance en ce moment. Hein, un petit peu, ouais. On en parle quelque peu. Les libraires notamment, mais pas que. Donc voilà, c'est intéressant. On voulait vraiment vous présenter ce panorama. On respecte notre timing ce matin. Il nous reste quelques minutes. Alors peut-être pour prendre des questions. Il y a eu des interactions dans le chat et des réponses qui ont été apportées au fur et à mesure. Si vous avez encore des questions, voilà, vous pouvez encore les poser. En attendant, moi, je vais peut-être de laisser la parole à Yann pour conclure cette intervention-là, si personne ne veut revenir sur un sujet particulier. On y va. Allez, je laisse la parole à Yann pour revenir peut-être sur ces interventions. Merci Anne-Laure. Oui, et puis si d'ici la fin de notre heure, là, des questions viennent, on pourra bien sûr les prendre. Alors, difficile de conclure après tous ces très beaux témoignages qui ont honnêtement fait du bien. Moi, il m'a semblé que pendant cette heure, on a entendu beaucoup parler d'humanité et d'espoir à travers tous ces témoignages. C'est pas des mots très concrets, humanité et espoir, mais on en a bien besoin et je trouve qu'ils ont été très bien illustrés par Isabelle, Soisic et Sylvain. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie parfois, mais la vulnérabilité, l'accident de vie, ça fait partie de la vie, ça peut faire partie de la nôtre. Et tout ce qu'on a entendu ce matin, eh bien, c'est leur prise en compte. Mais c'est pas leur prise en compte avec un accent pessimiste ou pathétique. On a entendu que des choses positives, tournées vers l'action et tournées vers la volonté, je crois, de bien vivre ensemble. Alors, je me suis amusé, même si j'étais très concentré et attentif, à noter quelques mots-clés qui l'illustrent et que j'ai entendus et qui sont, voilà, pour moi, révélateurs d'humanité et d'espoir. À un moment où souvent, quand on parle du secteur de l'IAE, on perd justement un peu espoir parce qu'on a tous en tête des parcours d'insertion qui sont très compliqués et pour les travailleurs sociaux, on sait bien que c'est un travail très difficile d'accompagner ces personnes et souvent les structures d'insertion mettent en place et améliorent leur parcours justement pour avoir le maximum de sorties positives. Et donc ça a été, il me semble, très bien illustré. Et donc à chaque fois qu'on se pose la question de l'insertion par l'activité économique, c'est un magnifique enjeu, mais au fond, voilà, quel impact, parce que les parcours sont très longs, parfois ils se répètent. Eh ben non, on a vu la démonstration ce matin grâce à vous que c'était pas une question vaine et qu'il y avait vraiment des solutions. Alors, parmi les mots clés que j'ai entendus de la part d'Isabelle, de Soisic et Sylvain, je retiens vraiment la notion de sas, qui exprime à la fois la possibilité pour ces personnes d'avoir à un moment un espace de protection et d'accompagnement. Mais un sas, ça veut bien dire que l'objectif, la volonté, c'est d'aller vers autre chose. Et d'aller vers une intégration classique dans le monde professionnel. Pour ça, j'ai entendu un autre joli mot qu'on oublie souvent dans notre société, il me semble, c'est le droit à l'erreur et le fait que ce droit soit préservé pendant ces parcours. J'ai entendu le lieu de test aussi, qui montre à quel point vous pouvez être agile et innovant pour inventer des choses dans ces parcours pour les personnes. Bien sûr, j'ai beaucoup entendu le mot solution, tremplin.
lever des freins, hein, c'est toute la logique de parcours. Il faut identifier les freins pour trouver les solutions pour les lever, et on voit que ça vous mobilise et vous motive au quotidien. J'ai aussi entendu synergie et travail collaboratif, qui montre aussi tout un écosystème qui se met en place autour de l'IAE. J'ai entendu richesse, au sens de richesse des compétences et le besoin de changer de regard sur ce sujet. Les exemples très intéressants de Sylvain en matière de transposabilité des compétences. C'est vrai, on apprend un métier, mais surtout, on apprend à développer des compétences qui peuvent être mobilisées sur différents métiers. On l'oublie parfois quand on pense à l'IAE. Les mots construire, reconstruire, enfin, et motivation, que Sylvain a souligné à la fin, qui voilà, nous permettent aussi, nous, pas de changer de regard, parce que nous, on est plutôt un public acquis, mais de se rappeler que le secteur de l'IAE, c'est ça aussi, c'est des gens volontaires qui souhaitent s'en sortir. Alors, il y a probablement beaucoup d'autres mots, mais ceux-là, je les ai trouvés très forts et très illustratifs de ce qu'on a pu entendre ce matin. Un dernier mot sur... voilà, pardon, j'aurais dû commencer par ça. Grand merci à vous trois pour tous ces témoignages. Et je conclus sur la diversité, illustrée aujourd'hui par l'IAE. Et vous dire que le tour, c'est le début, ça continue. Alors c'est vrai, quand on a imaginé, c'est sûr, hein, on imaginait des étapes où on allait se déplacer. La prochaine, c'est normalement à Besançon, on l'avait prévu en physique, donc on essaie de voir comment on peut se reconfigurer, mais c'est ce mois-ci, le 19 novembre, et ensuite dans toute la France, jusqu'à mi-février avec une clôture à Paris. Pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas rejoint le mouvement de la charte de la diversité, je vous engage à le faire, à vous renseigner, à aller sur notre site. Il est tout simple, c'est chartediversité.com, charte-diversité.com, -du-6. Et là, vous avez un bouton tout facile qui vous permet d'accéder au formulaire de signature, et après, on prend contact avec vous pour rejoindre ce tour, rejoindre les autres temps forts de la charte, pour se mettre dans une logique d'information et d'amélioration sur ces sujets. N'oubliez pas aussi que les entreprises pour la cité qui portent ce programme de la charte sont présentes dans toute la France, et que vous avez des référents locaux. Voilà, vous les avez tous ici, tous les 6, avec nos zones d'implantation, et vous retrouvez sur la charte et sur le site des entreprises pour la cité les contacts si vous avez des questions. Également sur le site de la charte, une partie contact pour poser directement vos questions. Voilà, merci encore à tous. Alors, je ne sais pas si entre-temps on a une question, mais il est midi pile, donc on aura tenu un parfait timing. Et si ce n'est pas le cas, peut-être Anne-Laure, alors un ultime mot de conclusion éventuellement sur le chat. Je vois que ça a été très actif. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et semaine pleine de diversité. Merci à tous pour votre participation, votre attention, et puis on redéroulera très attentivement le chat pour pouvoir revenir vers vous individuellement si besoin. J'ai vu qu'on a eu une offre d'emploi presque qui est parue sur le chat pour finir sur quelque chose de très positif. Quelqu'un nous a dit qu'il cherchait une perle rare. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter cette offre, et on fera passer le message. Merci à tous, très belle fin de journée. On vous retrouve pour certains cet après-midi pour le coaching à 14 h. Voilà, des entreprises signataires vont venir coacher des concierges qui sont en parcours au sein de la conciergerie solidaire et qui sont amenés prochainement à rechercher un emploi dans une entreprise classique. Donc ça, ce sera le coaching de cet après-midi. Et puis on vous retrouve aussi en ligne avec grand plaisir pour les autres étapes de la charte. Bonne fin de journée.